Deux génies de l'esprit humain ont révélé pourquoi vous vivez prisonnier d'une vie que vous n'avez pas choisie. Lorsque Napoleon Hill et Carl Jung ont découvert la vérité sur notre prison mentale, leurs révélations ont bouleversé tout ce que nous savions sur la liberté. Des secrets millénaires ont refait surface et des millions de vies ont été transformées à jamais d'une manière imprévisible. Un voyage d'éveil, de transformation et de libération totale. Préparez-vous, car cette découverte va révolutionner votre existence. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et commentez d'où vous regardez. Vous réveillez-vous chaque matin avec cette sensation étrange que quelque chose vous retient? Cette impression subtile mais persistante qu'une force invisible gouverne vos choix, limite vos actions, étouffe vos rêves les plus audacieux? Vous n'êtes pas seul dans cette prison aux barreaux transparents. Regardez autour de vous. Observez ces visages dans le métro, ces regards fuyants dans les ascenseurs, ces sourires forcés dans les réunions. Combien de personnes vivent réellement leur vie et combien se contentent de la subir? La différence entre ces deux catégories ne tient pas au hasard, à la chance ou aux circonstances extérieures. Elle réside dans une compréhension fondamentale que la plupart ignorent, la nature invisible des chaînes qui nous entravent. Napoleon Hill parlait du pouvoir de la pensée, mais il savait que penser ne suffit pas. Carl Jung explorait les profondeurs de l'inconscient, révélant que nos véritables geôliers ne sont pas les autres, mais les parts de nous-mêmes que nous refusons de voir. Ensemble, ces deux géants de la psychologie humaine nous offrent une carte pour sortir de notre propre labyrinthe mental. Mais qu'est-ce qui vous emprisonne exactement? Est-ce la peur du jugement qui vous fait taire votre voix authentique? L'habitude de chercher l'approbation qui transforme chaque décision en calcul social? Les croyances héritées de votre enfance qui murmurent encore aujourd'hui que vous n'êtes pas assez, que vous ne méritez pas, que vous devez rester dans votre zone de sécurité? Votre prison n'a pas de mur physique, elle est construite de pensées répétitives, d'émotions non reconnues, de patterns comportementaux que vous répétez sans même vous en rendre compte. Elle est faite de ces moments où vous vous censurez avant même d'avoir parlé, où vous renoncez avant même d'avoir essayé, où vous acceptez le médiocre par peur de l'extraordinaire. Imaginez un instant que vous puissiez voir ces chaînes invisibles. Imaginez qu'elles deviennent soudain visibles, comme des cordes lumineuses qui partent de votre corps et s'attachent à vos peurs, vos doutes, vos excuses. Certaines cordes sont fines mais tenaces, tissées par des années de « je ne peux pas ». Et c'est impossible. Qui suis-je pour? D'autres sont épaisses et lourdes, forgées dans les moments où vous avez choisi la sécurité plutôt que l'authenticité. La liberté psychologique n'est pas un concept abstrait réservé aux philosophes et aux thérapeutes. C'est la différence concrète entre une vie subie et une vie choisie. C'est ce qui sépare ceux qui naviguent selon leurs propres étoiles de ceux qui dérivent au gré des courants sociaux. C'est la capacité de dire non quand tout le monde attend un oui et oui quand votre entourage préfère votre silence. Vous ressentez peut-être cette inquiétude grandir en vous maintenant. Cette reconnaissance troublante que vous vivez peut-être en cage sans même vous en apercevoir. C'est normal, c'est même nécessaire, car reconnaître sa prison est le premier pas vers la liberté. Accepter que vous n'êtes pas entièrement libre est paradoxalement ce qui vous rend libre de changer. Il nous enseignait que nous devenons ce que nous pensons le plus souvent. Jung nous révélait que nous sommes gouvernés par ce que nous refusons de voir en nous. Combinés, ces enseignements forment une alchimie puissante. Transformer la conscience de soi en liberté d'action. Mais pourquoi si peu de gens s'engagent dans cette transformation? Pourquoi préfèrent-ils la familiarité de leur chaîne à l'incertitude de la liberté? Parce que la liberté psychologique exige un courage particulier. Celui de regarder en face nos propres mécanismes de défense, nos justifications, nos petits mensonges quotidiens. La plupart des gens passent leur vie à réagir. Ils réagissent aux événements, aux opinions des autres, aux circonstances extérieures. Ils deviennent des thermomètres humains, reflétant constamment la température de leur environnement. Mais vous pouvez choisir de devenir un thermostat. Vous pouvez décider de la température émotionnelle de votre existence. Cette différence fondamentale entre réagir et créer sa réalité est au cœur de tout ce que nous allons explorer ensemble. C'est la distinction entre subir sa vie et la sculpter consciemment. Entre être le personnage principal de son histoire ou figurer dans celle des autres. Vous sentez-vous prêt à questionner ces automatismes qui gouvernent vos journées? Ayant exploré ces territoires inconnus de votre psyché où se cachent vos véritables ressources? À découvrir que la prison et la clé ont toujours été dans votre esprit? La liberté psychologique n'est pas un état final que l'on atteint une fois pour toutes. C'est une pratique quotidienne, une vigilance bienveillante envers soi-même, une curiosité constante pour ses propres mécanismes internes. C'est apprendre à observer ses pensées sans en être esclave, à ressentir ses émotions sans en être submergé, à agir selon ses valeurs plutôt que selon ses impulsions. Imaginez un monde où chaque personne vivrait depuis ce centre de liberté intérieure.
où les décisions naîtraient de la sagesse plutôt que de la peur, où les relations seraient authentiques plutôt que stratégiques, où le succès se mesurerait en épanouissement personnel plutôt qu'en validation sociale. Ce monde commence par vous, par votre courage de regarder au-delà des apparences, de questionner ce qui semble évident, de remettre en cause ces voix intérieures qui vous murmurent des limitations depuis si longtemps que vous les prenez pour la réalité. Alors, êtes-vous prêt à découvrir de quoi vous êtes vraiment fait quand vous retirez le masque des attentes sociales? Êtes-vous prêt à rencontrer cette version de vous-même qui existe au-delà de vos peurs et de vos conditionnements? Imaginez un instant que vous puissiez vous libérer de cette prison invisible et vivre enfin selon vos propres règles, vos propres valeurs, votre propre définition du succès et du bonheur. Vous voulez connaître la vérité sur la prison invisible qui gouverne nos vies? Regardez autour de vous, vraiment. Observez cette comédie sociale où chacun joue un rôle qu'il n'a jamais choisi, récite des répliques qu'il n'a jamais écrites, applaudit des spectacles qui l'ennuient profondément. La majorité des gens vivent dans un état de somnambulisme psychologique. Ils se réveillent, vérifient leurs notifications pour savoir comment ils devraient se sentir aujourd'hui. Ils s'habillent selon les codes de leur tribu sociale. Ils expriment des opinions qu'ils ont entendues à la télévision. Ils poursuivent des objectifs que d'autres ont définis comme désirables. Et ils appellent cela vivre. Regardez-les dans les transports en commun. Ces visages figés dans une résignation silencieuse. Ces yeux qui fuient le contact humain authentique. Ces corps qui occupent de l'espace sans vraiment l'habiter. Combien d'entre eux savent-ils pourquoi ils se rendent là où ils vont? Combien ont-ils choisi consciemment la direction de leur existence? La prison invisible prospère grâce à cette abdication massive de la conscience individuelle. Elle se nourrit de votre besoin d'appartenance, exploite votre peur de l'exclusion, manipule votre désir de sécurité. Elle vous offre l'illusion du choix, tout en vous guidant vers les mêmes conclusions que tout le monde. Vous pensez choisir votre restaurant? Les algorithmes ont déjà décidé pour vous. Vous croyez avoir une opinion personnelle? Vous répétez les arguments que les médias ont martelés cette semaine. Vous imaginez poursuivre vos rêves. Vous courez après des images de succès, fabriquées par le marketing social. Cette comédie devient tragique quand vous réalisez que la plupart des gens n'ont jamais appris à distinguer leurs véritables désirs de ceux qu'on leur a inculqués. Ils confondent leur identité authentique avec leur personnage social. Ils prennent leur conditionnement pour leur personnalité. Ils transforment leur peur en principe de vie. Prenez Thomas, par exemple. Brillant ingénieur de 38, Hans diplômé d'une grande école, salaire confortable, appartement dans un quartier recherché. Sur le papier, tout réussit à Thomas. Dans la réalité, Thomas n'a jamais pris une seule décision majeure de sa vie. Ses parents ont choisi ses études. Les mathématiques, c'est sûr, c'est l'avenir. La société a défini sa réussite. Un bon salaire, c'est la sécurité. Ses collègues ont influencé ses loisirs. Il faut avoir les bonnes références culturelles. Sa famille a orienté sa vie sentimentale. Il est temps de te caser, de fonder une famille. Thomas exécute sa vie comme un programme informatique bien conçu. Métro, boulot dodo, vacances aux mêmes périodes, conversations prévisibles sur les mêmes sujets. Il a optimisé son existence pour la conformité sociale. Il a minimisé les risques en maximisant l'ennui. Mais voilà le piège. Thomas s'ennuie profondément. Cet ennui existentiel qu'il tente de combler par la consommation, les distractions, les stimulations superficielles, il achète des objets qu'il n'utilise pas, s'inscrit à des activités qu'il abandonne, commence des projets qu'il ne finit jamais. Pourquoi? Parce que rien de ce qu'il fait ne vient de lui. Aucune de ses actions ne jaillit de son centre authentique. Il vit la vie de quelqu'un d'autre tout en portant son nom. Il performe l'existence qu'on attend de lui au lieu de créer celle qui l'épanouirait. Le plus frustrant? Thomas sait qu'il passe à côté de quelque chose d'essentiel. Cette intuition sourde qui le réveille parfois à 3 heures du matin. Cette question qui traverse son esprit entre deux tâches. C'est ça ma vie? Ce sentiment d'être spectateur de sa propre existence? Mais Thomas a peur. Peur de décevoir, peur de l'inconnu, peur de découvrir qu'il n'est peut-être pas celui qu'il croit être. Alors il préfère la prison familière de ses habitudes à l'aventure terrifiante de l'authenticité. Il choisit la sécurité de l'illusion plutôt que l'incertitude de la vérité. Et Thomas n'est pas une exception. Il représente des millions de personnes qui ont échangé leur liberté psychologique contre l'approbation sociale. Des millions d'individus qui ont accepté de vivre en cage pourvu que la cage soit dorée et socialement valorisée. Regardez autour de vous maintenant. Combien de Thomas croisez-vous chaque jour? Combien de vies sur pilote automatique? Combien de potentiels humains étouffés par la peur du jugement? Combien de rêves sacrifiés sur l'autel de la normalité? Cette épidémie de somnambulisme existentiel n'est pas accidentelle. Elle est entretenue par un système qui profite de votre docilité, des algorithmes qui prédisent vos choix mieux que vous, des entreprises qui vendent des solutions à des problèmes qu'elles ont créés,
Des institutions qui prônent la pensée unique tout en célébrant la diversité de façades. La prison invisible fonctionne parce qu'elle est invisible justement. Elle vous fait croire que vous êtes libre, tout en limitant l'horizon de vos possibles. Elle vous offre 100 variétés de yaourts pour vous faire oublier que vous pourriez ne pas manger de yaourt du tout. Elle multiplie les choix superficiels. Pour masquer l'absence de choix fondamentaux, vous voulez savoir le plus ironique? Cette prison psychologique rend les gens profondément malheureux, mais ils défendent farouchement le système qui les opprime. Ils attaquent ceux qui remettent en question leurs certitudes. Ils ridiculisent ceux qui osent vivre différemment. Ils sabotent leur propre tentative d'évasion par peur de l'isolement social. C'est le syndrome de Stockholm à l'échelle civilisationnelle. Des millions de personnes qui s'identifient à leur geôlier, qui trouvent normal de vivre en dessous de leur potentiel, qui transforment leurs limitations en vertus. Je suis réaliste, disent-ils, quand ils renoncent à leurs rêves. Je suis responsable, justifient-ils, quand ils acceptent l'inacceptable. Je suis pragmatique, expliquent-ils, quand ils choisissent la facilité plutôt que l'épanouissement. Mais derrière ces nobles justifications se cache une vérité plus crue. Ils ont peur. Peur de l'effort que demande l'authenticité. Peur de l'isolement temporaire qu'implique l'indépendance d'esprit. Peur de découvrir qu'ils sont peut-être responsables de leur propre insatisfaction. Cette peur collective maintient le statu quo. Elle perpétue une société de conformistes qui se plaignent de leur sort tout en reproduisant les mécanismes qui les maintiennent prisonniers. Une société où l'originalité dérange, où la remise en question inquiète, où l'épanouissement individuel est suspect. Regardez les réseaux sociaux. Ce théâtre permanent où chacun exhibe une version retouchée de sa vie. Ces profils soigneusement construits pour donner l'illusion du bonheur et de la réussite. Cette course épuisante aux likes et aux commentaires, cette validation extérieure, érigée en raison d'être point observer les conversations. Ces échanges préformatés où chacun attend son tour pour réciter son monologue. Ces débats stériles où personne n'écoute vraiment, où chacun défend ses positions sans jamais les remettre en question. Cette peur du silence, du vide, de la profondeur. Analysez les choix de vie. Ces carrières poursuivies par défaut, ces relations maintenues par habitude, ces loisirs choisis par mimétisme social. Cette course effrénée vers des objectifs qu'on n'a jamais définis soi-même. Cette accumulation d'expériences superficielles pour éviter la confrontation avec l'essentiel. Et vous, où vous situez-vous dans cette mascarade? Quelle partie de votre vie vivez-vous réellement? Et quelle partie subissez-vous par conformisme? Quand avez-vous pris votre dernière décision vraiment personnelle, indépendante des attentes et des pressions de votre environnement? Ces questions dérangent parce qu'elles révèlent l'étendue de notre aliénation quotidienne. Elles mettent en lumière cette distance entre qui nous sommes vraiment et qui nous prétendons être. Elles exposent cette fatigue existentielle qui naît de la trahison permanente de notre nature authentique. Mais peut-être est-il temps de cesser de jouer cette comédie épuisante. Peut-être est-il temps de retirer le masque social et de découvrir le visage qui se cache dessous. Peut-être est-il temps de quitter ce théâtre d'illusions pour enfin vivre votre vraie vie. Et si vous décidiez de faire différent? Et si vous choisissiez de briser ces chaînes invisibles qui vous maintiennent dans un rôle qui ne vous ressemble pas? Et si vous osiez enfin découvrir qui vous êtes vraiment quand personne ne vous regarde, quand aucune attente ne pèse sur vos épaules? Maintenant que vous avez reconnu l'existence de cette prison invisible, il est temps de comprendre comment elle fonctionne et, plus important encore, comment vous en libérer. Car contrairement à ce que vous pourriez croire, cette libération n'est pas un mystère. Elle repose sur des principes précis, éprouvés par des décennies de recherche en psychologie et validés par l'expérience de milliers d'individus qui ont brisé leur chaîne mentale. Napoleon Hill, dans ses recherches approfondies sur les mécanismes du succès, a identifié une vérité fondamentale. Nous devenons littéralement ce que nous pensons. Mais attention, il ne s'agit pas de pensées positives superficielles ou de visualisation magique. Hill parlait d'une transformation profonde de la structure même de votre esprit, de vos croyances, de votre rapport à la réalité. Carl Jung, de son côté, nous a révélé que nous sommes gouvernés par des forces inconscientes que nous refusons de reconnaître. Nos comportements automatiques, nos réactions émotionnelles, nos patterns relationnels, tout cela émerge de cette partie cachée de notre psyché que Jung appelait l'ombre. Et tant que cette ombre reste dans l'obscurité, elle dirige votre vie depuis les coulisses. Épictète, il y a plus de 2000 ans, avait déjà formulé le principe central de la liberté psychologique. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Cette distinction apparemment simple révolutionne tout quand vous l'intégrez vraiment. Car la prison invisible naît précisément de cette confusion entre ce que vous pouvez contrôler et ce qui vous échappe. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, a découvert que même dans les conditions les plus extrêmes, l'être humain conserve une liberté irréductible.
celle de choisir son attitude face aux événements. Cette liberté-là, personne ne peut vous la prendre. Mais vous pouvez choisir de l'abandonner en laissant les circonstances extérieures déterminer votre état intérieur. James Clear a démontré comment nos habitudes façonnent notre identité, bien plus que nos intentions ou nos bonnes résolutions. Chaque action que vous répétez quotidiennement est un vote pour le type de personne que vous voulez devenir. La transformation durable ne vient pas des grands changements spectaculaires, mais de l'accumulation de petites décisions conscientes. Tous ces penseurs convergent vers une même compréhension. La liberté psychologique n'est pas un état que vous atteignez une fois pour toutes, mais un processus dynamique de prise de conscience et d'action délibérée. C'est un chemin qui demande à la fois du courage intellectuel et de la discipline pratique. Imaginez votre esprit comme un jardin. Pendant des années, vous avez laissé pousser n'importe quoi. Les mauvaises herbes de la pensée négative, les ronces du doute de soi, les champignons vénéneux de la comparaison sociale. Ce jardin mental chaos reflète l'état de votre vie extérieure, car comme l'enseignait Hill, ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Mais si l'esprit chaotique produit une vie chaotique, alors un esprit ordonné et conscient produit une vie épanouie et libre. La transformation commence par cette prise de conscience que vous êtes le jardinier de votre propre mental. Vous avez le pouvoir de décider quelles pensées cultiver et lesquelles arracher. Jung nous montrait que cette transformation passe nécessairement par l'intégration de notre ombre. Vous ne pouvez pas vous libérer de ce que vous refusez de voir en vous. Cette colère que vous niez, cette peur que vous camouflez, cette envie que vous censurez, tous ces aspects refoulés de votre personnalité continuent d'agir depuis l'inconscient, sabotant vos efforts conscients. La liberté psychologique exige donc un courage particulier. Celui de regarder en face vos propres contradictions, vos zones d'ombre, vos mécanismes de défense, non pas pour vous flageller, mais pour comprendre comment ces parts cachées de vous-même influencent que vos choix et vos réactions. Pensez à la métaphore du fleuve. Un fleuve qui coule librement contourne naturellement les obstacles, sculpte son lit, trouve toujours son chemin vers l'océan. Mais un fleuve entravé par des barrages stagne, devient marécageux, perd sa force vitale. Votre énergie psychique fonctionne de la même façon. Les refoulements, les non-dits, les émotions niées créent des barrages qui bloquent votre flux naturel à l'Épictète. Nous enseigner à distinguer clairement ce qui relève de notre contrôle et ce qui n'en relève pas. Cette distinction est révolutionnaire parce qu'elle libère immédiatement une énergie énorme que nous gaspillons habituellement à tenter de contrôler l'incontrôlable. Vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, mais vous pouvez maîtriser vos réactions. Vous ne pouvez pas empêcher les événements difficiles, mais vous pouvez choisir la signification que vous leur donnez. Vous ne pouvez pas déterminer vos émotions initiales, mais vous pouvez décider comment vous les traitez et combien de temps vous les entretenez. Cette logique stoïcienne se combine parfaitement avec la compréhension jungienne. Car reconnaître et intégrer votre ombre vous donne accès à des ressources psychiques considérables. Cette colère refoulée peut devenir détermination. Cette peur niée peut se transformer en prudence intelligente. Cette tristesse évitée peut révéler vos véritables valeurs. Frankel nous montrait que le sens précède la motivation. Vous ne trouvez pas l'énergie de changer tant que vous n'avez pas identifié le pourquoi profond de votre transformation. Ce pourquoi ne peut pas être superficiel, plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de plaisir. Il doit toucher à votre essence, à votre contribution unique au monde, à l'héritage que vous voulez laisser. La prison invisible prospère justement grâce à cette absence de sens personnel. Quand vous ne savez pas pourquoi vous vous levez le matin, n'importe quelle distraction devient acceptable. Quand vous n'avez pas défini vos valeurs profondes, n'importe quelle influence extérieure peut vous faire dévier de votre chemin. Clear nous apprend que l'identité et les habitudes se renforcent mutuellement. Si vous vous percevez comme quelqu'un qui abandonne facilement, vous développerez des habitudes d'abandon. Si vous vous voyez comme une personne disciplinée, vous cultiverez naturellement des comportements disciplinés. La transformation identitaire passe par la répétition consciente d'actions alignées avec la personne que vous voulez devenir. Imaginez maintenant un sculpteur face à son bloc de marbre. Il ne voit pas la pierre brute, mais la statue qui dort. À l'intérieur, chaque coup de ciseau révèle un peu plus cette forme idéale qu'il porte dans son esprit. Vous êtes à la fois le sculpteur et le marbre de votre propre existence. La vision de qui vous pouvez devenir guide vos actions quotidiennes. Mais attention, cette sculpture de soi ne peut pas être une imitation de quelqu'un d'autre. La liberté psychologique authentique naît de la découverte et de l'expression de votre nature unique, pas de la copie de modèles extérieurs. Jung insistait sur ce point. L'individuation consiste à devenir qui vous êtes vraiment, pas qui vous croyez devoir être. Cette distinction est cruciale parce qu'elle révèle pourquoi tant de tentatives de changement échouent. Les gens essaient
de se conformer à des images de réussite ou de bonheur qui ne correspondent pas à leur nature profonde. Ils s'efforcent de devenir quelqu'un d'autre au lieu de révéler qui ils sont authentiquement. La véritable transformation suit une logique simple mais exigeante. Si la dispersion mentale mène au chaos existentiel, alors la concentration consciente mène à la liberté créatrice. Si la fuite devant soi-même génère l'insatisfaction chronique, alors la connaissance de soi produit l'épanouissement durable. Cette logique se vérifie dans tous les domaines de l'existence. Les relations superficielles maintenues par conformisme. Social génère solitude et frustration. Les relations authentiques, choisies consciemment, nourrissent l'âme et stimulent la croissance. Le travail subi par obligation sociale produit épuisement et amertume. L'activité professionnelle alignée avec vos valeurs génère énergie et accomplissement. Il parlait de l'esprit maître, cette capacité à diriger consciemment ses pensées vers des objectifs choisis plutôt que de subir le flux chaotique des préoccupations quotidiennes. Cet esprit maître ne naît pas de la répression ou du contrôle forcené, mais de la compréhension claire de vos mécanismes internes. Vous commencez à entrevoir la cohérence de cette approche? Connaissance de soi, Jung, maîtrise des pensées, Hill, distinction entre contrôlable et incontrôlable, Épictète, recherche de sens, Frankel, construction d'habitudes identitaires, Clear, tous ces éléments forment un système intégré de libération psychologique. Cette libération n'est pas une évasion de la réalité, mais une plongée plus profonde dans votre véritable nature. Elle ne vous sépare pas du monde, mais vous y relie de façon plus authentique et plus efficace. Elle ne vous isole pas des autres, mais vous permet de créer des relations plus vraies et plus nourrissantes. Car voilà le paradoxe. Plus vous devenez authentiquement vous-même, plus vous vous connectez véritablement aux autres. Plus vous vous libérez de vos conditionnements, plus vous développez votre capacité d'empathie. Plus vous assumez votre singularité, plus vous contribuez positivement au monde commun. Il est temps de passer de la compréhension à l'action. Car toute la connaissance du monde ne vaut rien si elle reste confinée dans votre esprit sans se traduire en transformation concrète. La liberté psychologique se construit jour après jour, choix après choix, habitude après habitude. Voici les pratiques fondamentales qui vous permettront de briser définitivement vos chaînes invisibles. Première habitude, pratiquez l'observation consciente de vos pensées chaque matin avant même de vérifier votre téléphone ou de vous précipiter dans les urgences quotidiennes. Accordez-vous 10 minutes d'observation pure. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et observez simplement le flux de vos pensées sans les juger ni tenter de les modifier. Que remarquez-vous? Des préoccupations qui tournent en boucle, des autocritiques automatiques, des scénarios, catastrophes qui se déroulent sans votre permission. Cette observation n'a pas pour but de vous faire sentir coupable, mais de vous révéler l'ampleur de votre dialogue intérieur inconscient. Imaginez que vous êtes assis au bord d'une rivière, observant les branches et les feuilles qui passent au fil de l'eau. Vos pensées sont ces débris qui dérivent. Vous pouvez les voir, les noter, mais vous n'êtes pas obligé de sauter dans la rivière pour les poursuivre. Cette simple distinction entre l'observateur et l'observé constitue le premier pas vers la liberté psychologique. Quand une collègue vous fait une remarque désagréable, au lieu de réagir immédiatement, observez d'abord ce qui se passe dans votre esprit. Tiens, voilà la colère qui monte, et maintenant l'envie de me justifier. Et là, le scénario de vengeance qui commence. Cette pause d'observation transforme déjà votre réaction automatique en réponse consciente. Deuxième habitude, questionnez systématiquement vos croyances. Chaque semaine, choisissez une croyance que vous tenez pour acquise et soumettez-la à un interrogatoire serré. Je dois toujours faire plaisir aux autres. Vraiment? Toujours? Qu'est-ce qui vous arriverait si vous déceviez quelqu'un? D'où vient cette croyance? Qui vous l'a enseignée? En quoi vous sert-elle aujourd'hui? Et prenez l'habitude de vous demander: est-ce que cette pensée me libère ou m'emprisonne? Si elle vous limite, d'où vient-elle exactement? Souvent, vous découvrirez que vos croyances les plus tyranniques ne sont que des échos de voix du passé, parents anxieux, enseignants rigides, société conformiste, qui continuent de dicter votre présent. Interrogez particulièrement ces phrases qui commencent par « je dois »,« il faut »,« je ne peux pas ». Qui a décrété ces règles? Dans quelles circonstances? Sont-elles encore valables dans votre situation actuelle? Remplacez systématiquement « je dois » par « je choisis de » et observez comme votre rapport à l'action se transforme immédiatement. Quand vous vous entendez dire « je ne suis pas quelqu'un qui… », arrêtez-vous. Cette phrase révèle une limitation identitaire que vous vous imposez. Je ne suis pas quelqu'un qui prend la parole en public, vraiment, ou bien vous n'avez simplement jamais développé cette compétence. La différence est cruciale car l'une ferme des possibilités, l'autre les ouvre. Troisième habitude, cultivez l'indépendance émotionnelle, apprenez à distinguer vos émotions authentiques des réactions émotionnelles programmées par votre environnement.
Quand vous ressentez de la colère, de la tristesse ou de la peur, posez-vous cette question fondamentale. Cette émotion vient-elle de moi ou est-elle une réaction automatique à ce que les autres attendent de moi? Pratiquez l'exercice de la source émotionnelle. Quand quelqu'un vous critique, votre première réaction pourrait être la défense ou la contre-attaque. Mais d'où vient vraiment cette réaction? De votre évaluation objective, de la critique, ou de votre peur ancestrale du rejet social? Une fois la source identifiée, vous pouvez choisir consciemment votre réponse. Entraînez-vous à ressentir vos émotions sans immédiatement chercher à les partager, les justifier ou les faire valider par autrui. Votre tristesse n'a pas besoin d'être comprise par tout le monde pour être légitime. Votre joie n'a pas besoin d'être partagée pour être réelle. Cette autonomie émotionnelle vous libère de la tyrannie de l'opinion d'autrui. Développez votre capacité à dire « je ne sais pas » quand on vous demande votre opinion sur un sujet qui ne vous touche pas vraiment. Combien d'énergie gaspillez-vous à avoir des avis sur tout par peur de paraître ignorant? Cette fausse omniscience vous épuise et vous éloigne de vos véritables centres d'intérêt. 4e, habitude. Définissez et protégez vos priorités essentielles. Chaque dimanche soir, asseyez-vous avec un carnet et listez 3 priorités maximales pour la semaine à venir. Pas 15 objectifs ambitieux, mais 3 éléments qui contribuent vraiment à votre épanouissement et à vos objectifs profonds. Tout le reste devient secondaire ou négociable. Apprenez l'art du non bienveillant mais ferme. Quand on vous propose une activité, un projet, une sortie, ne répondez jamais immédiatement. Dites « laisse-moi réfléchir et je te donne une réponse demain ». Cette pause vous permet de vérifier si cette proposition s'aligne avec vos priorités ou si c'est juste une distraction séduisante. Identifiez vos voleurs de temps personnels, ces activités, ces personnes, ces habitudes qui drainent votre énergie sans rien vous apporter en retour. Peut-être ces longues conversations téléphoniques avec un ami qui se plaint toujours des mêmes problèmes sans jamais agir. Peut-être ces réseaux sociaux que vous consultez machinalement 50 fois par jour, créez des rituels de protection pour vos moments essentiels. Si vous avez décidé que l'écriture est importante pour vous, protégez ce créneau comme vous protégeriez un rendez-vous médical urgent. Éteignez le téléphone, fermez la porte et considérez ce temps comme sacré et non négociable. 5e, habitude, pratiquez l'authenticité progressive. Commencez par de petits actes d'authenticité dans des situations à faible risque. Au lieu de dire « ça me va » quand le serveur vous propose une table près des toilettes, dites poliment « je préférerais une autre table si c'est possible ». Ces micro-assertions vous entraînent à exprimer vos préférences réelles. Expérimentez l'expression de vos opinions véritables dans des conversations sans enjeu. Si tout le monde s'extasie sur un film que vous avez trouvé ennuyeux, osez dire « personnellement, il ne m'a pas touché ». Observez que le monde ne s'effondre pas quand vous exprimez votre singularité. Identifiez une personne dans votre entourage avec qui vous portez un masque social particulièrement épais. Peut-être ce collègue devant qui vous jouez le rôle du professionnel parfait ou ce parent pour qui vous mimez l'enfant modèle. Choisissez consciemment de retirer une couche de ce masque lors de votre prochaine interaction. Développez votre tolérance à l'inconfort social. Quand vous exprimez votre authenticité, certaines personnes peuvent réagir avec surprise, déception ou désapprobation. C'est normal et temporaire. Votre entourage s'habitue généralement assez vite à votre nouvelle authenticité. Et ceux qui ne s'y habituent pas révèlent qu'ils préféraient votre personnage à votre personne. Ces 5 habitudes forment un système intégré de libération progressive. L'observation de vos pensées vous donne la conscience. Le questionnement de vos croyances dissout vos limitations. L'indépendance émotionnelle vous rend autonome. La protection de vos priorités vous donne la direction. L'authenticité progressive vous révèle au monde, mais attention, ne tentez pas d'implémenter ces 5 habitudes simultanément. Choisissez celle qui résonne le plus avec votre situation actuelle et pratiquez-la pendant 3 semaines avant d'ajouter la suivante. La transformation durable naît de la constance, pas de l'intensité sporadique. Imaginez que vous êtes un archéologue en train de déterrer votre véritable personnalité. Chaque couche de conditionnement social que vous retirez révèle un peu plus de votre nature authentique. Chaque automatisme que vous identifiez et modifiez vous rapproche de votre liberté psychologique. Rappelez-vous, ces habitudes ne sont pas des contraintes supplémentaires, mais des outils de libération. Elles demandent un effort initial comme tout apprentissage, mais elles vous simplifient ensuite l'existence en éliminant les conflits intérieurs et les énergies gaspillées. Vous découvrirez progressivement qu'être authentique demande moins d'énergie que de jouer un rôle. Que dire la vérité est plus simple que de maintenir des mensonges de politesse. Que suivre vos priorités réelles génère plus de satisfaction que de courir après les attentes d'autrui. Cette transformation vous surprendra par sa simplicité une fois amorcée.
Comme si vous retirez enfin des chaussures de trop petites que vous portiez depuis si longtemps que vous aviez oublié ce que signifie marcher confortablement. Maintenant que vous avez intégré les habitudes fondamentales de la liberté psychologique, il est temps d'ancrer cette transformation dans votre identité profonde. Car changer des comportements ne suffit pas. Vous devez devenir quelqu'un d'autre. Et pour cela, votre esprit a besoin d'images puissantes, de métaphores vivantes qui incarnent cette nouvelle version de vous-même. L'archéologue de l'âme, imaginez-vous comme un archéologue qui vient de découvrir un site extraordinaire, votre propre psyché. Pendant des années, des siècles de conditionnements sociaux ont enseveli votre nature authentique sous des couches de « il faut »,« tu dois »,« c'est comme ça ». Votre travail consiste maintenant à déterrer délicatement cette personnalité originelle. Chaque session d'observation de vos pensées est un coup de pinceau qui retire la poussière des siècles. Chaque croyance questionnée est un éclat de roche qui tombe pour révéler un fragment de votre véritable identité. Chaque acte d'authenticité découvre un nouveau vestige de qui vous êtes vraiment. L'archéologue ne précipite rien. Il sait que certains artefacts sont fragiles et demandent une patience infinie. Il respecte l'intégrité de ce qu'il découvre au lieu d'essayer de le transformer en quelque chose d'autre. Il comprend que chaque pièce trouvée fait partie d'un ensemble plus vaste qui se révélera progressivement. Vous aussi, soyez patient avec vous-même. Cette personnalité authentique que vous déterrez n'est pas une création nouvelle, elle a toujours été là, enfouie sous les attentes et les peurs. Chaque trait de caractère que vous redécouvrez, chaque passion oubliée que vous exhumez, chaque talent négligé que vous remettez au jour fait partie de votre patrimoine personnel. Parfois, vous découvrirez des aspects de vous-même que vous aviez oubliés ou que vous pensiez perdus. Cette créativité que vous exprimiez enfant avant qu'on vous dise d'être raisonnable. Cette sensibilité que vous aviez cachée pour paraître fort, cette curiosité intellectuelle que vous aviez étouffée pour être normal, l'archéologue. De l'âme comprend que certaines découvertes bouleversent de sa vision de lui-même. Peut-être réaliserez-vous que vous n'êtes pas cette personne timide que vous croyiez être, mais quelqu'un de naturellement expressif qui a appris à se taire. Peut-être découvrirez-vous que votre réalisme cache en fait un rêveur blessé qui a renoncé à ses aspirations. Le phare dans la tempête, visualisez-vous maintenant comme un phare solitaire dressé sur un promontoire rocheux. Autour de vous, les tempêtes sociales font rage, modes éphémères, opinions changeantes, pression du groupe, attentes familiales, injonctions médiatiques. Les vagues de la conformité s'écrasent contre vos fondations, mais vous demeurez immobile et lumineux. Votre lumière ne varie pas selon la météo extérieure. Qu'il pleuve ou qu'il vente, que la mer soit calme ou déchaînée, votre faisceau continue de percer l'obscurité. Cette constance n'est pas de la rigidité, c'est la manifestation de votre centre stable, de vos valeurs profondes, de votre identité authentique. Le phare ne se justifie pas d'éclairer. Il ne demande pas la permission aux vagues pour briller. Il n'adapte pas son éclat au goût des marins. Il fait simplement ce pourquoi il existe, guider ceux qui naviguent dans l'obscurité en étant fidèles à sa nature lumineuse. Vous aussi, vous pouvez choisir d'être ce point de référence stable dans un monde en perpétuel changement. Non, pas par entêtement ou par refus d'évolution, mais par fidélité à vos principes fondamentaux. Cette stabilité intérieure devient alors une ressource pour votre entourage. Un refuge pour ceux qui sont perdus dans les tempêtes de l'existence. Et à observer la beauté de cette métaphore, le phare n'éteint jamais sa lumière pour faire plaisir. À l'obscurité, il ne diminue pas son éclat pour ne pas déranger ceux qui préfèrent l'ombre. Il ne s'excuse pas d'être visible de loin. Il assume pleinement sa fonction d'éclairage et de guidance. Quand vous vivez depuis ce centre phare, les critiques et les pressions extérieures perdent leur pouvoir de vous déstabiliser. Non pas parce que vous les ignorez arrogamment, mais parce que vous avez une référence interne si solide que les turbulences externes ne peuvent plus vous faire perdre votre cap. Le phare comprend aussi que sa lumière attire certains navires et en repousse d'autres. Certaines personnes seront attirées par votre authenticité et votre stabilité. D'autres préféreront s'éloigner parce que votre constance révèle leur propre inconstance. C'est le prix naturel de l'intégrité. L'archère. Zen, imaginez maintenant que vous êtes un archer zen, debout dans un dojo silencieux, arc tendu vers une cible lointaine. Mais contrairement à l'archer traditionnel, votre objectif n'est pas de toucher le centre de la cible, c'est de maîtriser parfaitement le processus de tir. Votre respiration est calme et régulière. Votre posture est stable, mais détendue. Votre concentration est totale mais sans tension. Vous tirez la corde, vous visez, vous lâchez et vous observez le résultat sans attachement émotionnel. Que la flèche touche le centre ou qu'elle manque la cible, votre état intérieur reste identique. Cette métaphore révèle l'essence de la liberté psychologique, l'excellence dans l'intention et le détachement du résultat.
Vous donnez le meilleur de vous-même dans chaque action, chaque choix, chaque interaction, mais vous n'êtes pas esclave du résultat obtenu. L'archer libre comprend que sa valeur ne dépend pas de la précision de ses tirs, mais de la qualité de sa présence à l'instant. Il sait que maîtriser le processus mène naturellement à l'amélioration des résultats, mais que l'obsession du résultat détruit la qualité du processus. Transposez cette sagesse dans votre vie quotidienne. Quand vous prenez la parole dans une réunion, concentrez-vous sur la clarté de votre expression plutôt que sur la réaction de votre auditoire. Quand vous exprimez vos sentiments à quelqu'un, focalisez-vous sur l'authenticité de votre communication plutôt que sur la réponse espérée. L'archer zen n'est pas indifférent aux résultats. Il en tire des enseignements pour améliorer sa technique. Mais il ne laisse jamais les résultats passés définir sa valeur présente ou limiter ses tentatives futures. Chaque tir est une nouvelle opportunité de manifester son excellence, indépendamment des tirs précédents. Cette approche dissout la peur de l'échec qui paralyse tant de personnes. Car si votre focus est sur la qualité de votre intention et de votre action, alors chaque tentative est déjà un succès en soi, quel que soit son résultat externe. L'archer développe également une patience extraordinaire. Il sait que la maîtrise se construit tir après tir, jour après jour, année après année. Il ne s'impatiente pas de ne pas être parfait immédiatement. Il trouve sa satisfaction dans le processus constant d'affinement de son art. L'intégration des trois métaphores, ces trois images, l'archéologue, le phare, l'archer, représentent les trois dimensions de votre transformation psychologique. L'archéologue symbolise la redécouverte de votre authenticité. Le phare incarne la stabilité de votre identité libérée. L'archer manifeste l'action détachée depuis ce centre authentique. Vous pouvez invoquer ces métaphores selon les situations. Quand vous doutez de votre valeur, rappelez-vous l'archéologue qui découvre des trésors enfouis. Quand les pressions sociales se font intenses, visualisez le phare inébranlable dans la tempête. Quand vous appréhendez un défi, adoptez la posture de l'archer zen qui maîtrise son processus. Ces images ne sont pas de simples exercices de visualisation. Elles deviennent progressivement des aspects intégrés de votre identité. Vous ne faites plus semblant d'être un phare, vous découvrez que vous l'avez toujours été sous les couches de conditionnement social. Vous ne jouez plus le rôle de l'archer. Vous reconnaissez cette capacité de détachement conscient qui sommeillait en vous. Cette transformation identitaire s'accompagne d'une sérénité profonde. Non pas l'apathie de celui qui a renoncé, mais la paix de celui qui sait qui il est et agit en cohérence avec cette connaissance. Vous cessez de vous battre contre vous-même, d'aller à l'encontre de votre nature, de gaspiller votre énergie en conflits intérieurs. Vous découvrez qu'être authentique demande moins d'efforts que de porter un masque. Que suivre vos valeurs génère plus d'énergie que de les trahir. Que l'intégrité simplifie la vie en éliminant les dilemmes artificiels et les justifications complexes. Cette simplicité reconquise vous permet d'aborder les défis de l'existence avec une clarté nouvelle. Vous n'êtes plus tiraillé entre différentes versions de vous-même. Vous n'hésitez plus constamment entre ce que vous voulez vraiment et ce que vous croyez devoir vouloir. Vous agissez depuis un centre unifié qui donne cohérence et puissance à toutes vos actions. Et paradoxalement, cette unification intérieure vous rend plus flexible dans vos interactions avec le monde extérieur. Quand vous n'avez plus peur de perdre votre identité, vous pouvez vous adapter aux circonstances sans vous trahir. Quand vous ne dépendez plus de l'approbation d'autrui, vous pouvez être généreux sans arrière-pensée. Cette liberté psychologique rayonne naturellement autour de vous. Sans que vous ayez besoin de prêcher ou de convaincre, votre exemple inspire ceux qui sont prêts à entreprendre leur propre voyage vers l'authenticité. Vous devenez un catalyseur de transformation pour votre entourage. Vous voici arrivé au seuil de la véritable maîtrise psychologique. Vous avez exploré les mécanismes de votre prison invisible, questionné vos conditionnements, développé des habitudes libératrices et intégré des métaphores transformatrices. Maintenant, il est temps d'aborder les pratiques les plus subtiles et les plus puissantes de votre émancipation. L'art du silence stratégique, la transcendance des attentes et la discipline quotidienne qui scellent définitivement votre liberté. La puissance du silence stratégique. Dans une société obsédée par la communication permanente, le réflexe constant de réagir, de commenter, de s'expliquer, le silence devient votre arme secrète la plus redoutable. Mais attention, il ne s'agit pas du silence passif de celui qui subit, mais du silence actif de celui qui choisit consciemment ses moments d'expression. Observez ce qui se passe quand quelqu'un vous provoque par une remarque déplacée. Votre premier réflexe est probablement de vous justifier, de contre-attaquer, de prouver que vous avez raison. Mais que se passerait-il si vous vous contentiez d'un regard calme et d'un silence bienveillant? Cette absence de réaction déstabilise souvent plus efficacement l'agresseur que la plus brillante des réparties. Le silence stratégique n'est pas de la passivité, c'est une démonstration de maîtrise.
Il révèle que vous n'êtes pas esclave de vos réactions émotionnelles, que vous ne dansez pas au rythme que les autres tentent de vous imposer. Il montre que votre état intérieur ne dépend pas des turbulences extérieures. Pratiquez cet art. Pause sacrée avant de répondre à toute sollicitation émotionnelle. Quelqu'un vous critique? 3 secondes de silence. On vous met sous pression pour prendre une décision? Laisse-moi y réfléchir. On tente de vous entraîner dans un débat stérile? Un sourire et un changement de sujet. Cette maîtrise du silence vous confère un avantage psychologique considérable dans toutes vos interactions. Les gens projettent souvent leurs propres insécurités dans vos silences. Celui qui cherche la confrontation interprète votre calme comme de la force. Celui qui espère votre approbation perçoit votre retenue comme de l'indépendance. Développez également l'art de la pause réflexive dans vos conversations. Quand quelqu'un vous pose une question importante, accordez-vous le droit de réfléchir quelques secondes avant de répondre. Cette habitude révèle que vous prenez la communication au sérieux, que vos réponses viennent de votre réflexion plutôt que de vos automatismes. Le silence devient ainsi un espace de liberté dans lequel vous pouvez choisir consciemment votre réponse au lieu de subir votre réaction. Il vous permet de répondre depuis votre centre authentique plutôt que depuis vos blessures ou vos peurs. L'art du détachement. Conscient. La liberté psychologique ultime naît du détachement paradoxal. Vous donnez le meilleur de vous-même tout en vous détachant du résultat. Cette attitude révolutionnaire dissout la plupart des sources de stress et d'insatisfaction qui empoisonnent l'existence moderne. Repensez à toutes ces situations où vous avez souffert, non pas de ce qui s'est passé, mais de l'écart entre ce qui s'est passé et ce que vous attendiez. Cette promotion que vous n'avez pas obtenue, cette reconnaissance que vous n'avez pas reçue, cette réaction que l'autre n'a pas eue. Votre souffrance ne venait pas des événements eux-mêmes, mais de vos attentes déçues. Le détachement conscient ne signifie pas l'indifférence ou la résignation. Vous continuez à avoir des préférences, des objectifs, des désirs, mais vous ne laissez plus votre bonheur dépendre de leur réalisation. Vous appréciez quand vos espoirs se concrétisent, et vous vous adaptez sereinement quand ils ne se réalisent pas. Cette liberté face aux résultats transforme radicalement la qualité de vos actions. Quand vous n'êtes plus crispé sur l'obtention d'un résultat spécifique, vous agissez avec plus de fluidité, de créativité, d'authenticité. Votre attention n'est plus divisée entre l'action présente et l'anxiété du futur. Pratiquez cette approche dans vos interactions quotidiennes. Quand vous exprimez votre opinion, focalisez-vous sur la clarté de votre expression plutôt que sur l'adhésion des autres. Quand vous proposez votre aide, concentrez-vous sur la générosité de votre geste plutôt que sur la gratitude espérée. Le détachement se cultive également par l'acceptation profonde que vous ne contrôlez que vos actions, jamais leurs conséquences. Vous pouvez choisir de bien faire votre travail, mais vous ne maîtrisez pas l'humeur de votre patron. Vous pouvez décider d'être bienveillant, mais vous ne dirigez pas les réactions de votre entourage. Cette distinction libératrice vous affranchit de cette exhaustion permanente qui naît de la tentative de contrôler l'incontrôlable. Elle vous permet de canaliser toute votre énergie sur ce qui dépend effectivement de vous. Vos choix, vos attitudes, vos réponses aux circonstances, la discipline quotidienne de la liberté. La liberté psychologique n'est pas un état que l'on atteint une fois pour toutes, mais une pratique quotidienne qui demande vigilance et constance. 3 piliers soutiennent cette pratique: la gratitude active, la méditation consciente et l'autocontrôle bienveillant. La gratitude active. Chaque soir, avant de vous endormir, identifiez 3 éléments précis pour lesquels vous ressentez de la reconnaissance. Pas des généralités comme « ma famille » ou « ma santé », mais des moments spécifiques. Cette conversation enrichissante avec mon collègue ce matin, ce rayon de soleil qui a illuminé mon bureau à 15 heures, cette sensation de satisfaction après avoir terminé ce projet difficile. Cette pratique reprogramme progressivement votre attention. Au lieu de scanner automatiquement votre environnement à la recherche de problèmes, de manques, de frustrations, vous développez cette capacité à remarquer et savourer les aspects positifs de votre existence. La gratitude active n'est pas de l'optimisme naïf qui nie les difficultés. C'est une rééducation de votre perception qui vous permet de maintenir un équilibre psychologique même dans les périodes challengeantes. Elle constitue un antidote puissant contre cette tendance moderne à l'insatisfaction chronique. La méditation. Consciente, consacrez 15 minutes chaque matin à l'observation silencieuse de votre respiration. Cette pratique apparemment simple développe votre capacité d'attention, votre tolérance à l'inconfort, votre faculté de non-réaction face aux turbulences mentales et émotionnelles. La méditation n'est pas un exercice de relaxation ou d'évasion, mais un entraînement à la présence consciente. Elle vous apprend à observer vos pensées sans vous identifier à elles, à ressentir vos émotions sans en être submergé, à demeurer centré malgré les distractions externes. Cette compétence méditative se transfère naturellement dans vos interactions quotidiennes.
Vous développez cette capacité à rester présent et calme même quand votre interlocuteur s'agite ou tente de vous déstabiliser. Vous cultivez cette sérénité qui ne dépend pas des circonstances extérieures. L'autocontrôle bienveillant distingué. Soigneusement l'autocontrôle bienveillant de l'autorépression traumatisante. L'autocontrôle bienveillant consiste à observer vos impulsions avec curiosité et compassion, puis à choisir consciemment vos actions. L'autorépression force brutalement vos réactions sans comprendre leur source. Quand vous sentez monter la colère, l'envie, la peur ou toute émotion intense, ne la combattez pas frontalement. Observez-la d'abord avec intérêt. Tiens, voilà la frustration qui arrive. D'où vient-elle exactement ? Que me dit-elle sur mes besoins ou mes valeurs ? Cette observation crée automatiquement une distance entre vous et l'émotion. Cette distance vous permet ensuite de choisir votre réponse. Peut-être cette colère révèle-t-elle une injustice qu'il faut dénoncer. Dans ce cas, canalisez-la en action constructive. Peut-être cette envie signale-t-elle un besoin légitime. Explorez alors comment le satisfaire sainement. Peut-être cette peur vous protège-t-elle d'un danger réel? Prenez-la en compte dans votre évaluation de la situation. L'autocontrôle bienveillant vous transforme en allié de vos émotions plutôt qu'en leur dictateur. Il vous permet d'utiliser leur énergie et leur information sans en devenir l'esclave. La récapitulation du voyage, reprenons le chemin parcouru ensemble. Vous avez d'abord reconnu l'existence de votre prison invisible, ses conditionnements, ses peurs, ces automatismes qui limitaient de vos choix et étouffaient votre authenticité. Cette prise de conscience, bien que parfois inconfortable, constituait le premier pas indispensable vers votre liberté. Vous avez ensuite observé comment la majorité des gens vivent en somnambulisme psychologique, répétant des patterns qu'ils n'ont jamais choisis, poursuivant des objectifs qu'ils n'ont jamais définis, exprimant des opinions qu'ils n'ont jamais questionnées. Cette observation vous a révélé l'urgence de votre propre réveil. Vous avez alors exploré les fondements théoriques de votre transformation. La maîtrise des pensées enseignée par Hill, l'intégration de l'ombre révélée par Jung, la distinction stoïcienne entre contrôlable et incontrôlable, la recherche de sens promue par Frankl, la construction d'habitudes identitaires développées par Clear. Ces compréhensions intellectuelles se sont traduites en habitudes concrètes, l'observation consciente de vos pensées, le questionnement systématique de vos croyances, le développement de votre indépendance émotionnelle, la protection de vos priorités essentielles, la pratique de l'authenticité progressive. Ces pratiques ont progressivement révélé votre nouvelle identité à travers des métaphores puissantes. L'archéologue, qui redécouvre votre nature enfouie, le phare qui demeure stable dans les tempêtes sociales, l'archer qui maîtrise son processus en se détachant des résultats. Et maintenant, vous intégrez les pratiques les plus subtiles. Le silence stratégique qui vous donne l'avantage psychologique, le détachement conscient qui vous libère de la tyrannie des attentes, la discipline quotidienne qui maintient et approfondit votre transformation. L'appel à l'action, immédiate. Cette connaissance que vous avez acquise ne vaut que par sa mise en pratique immédiate. Dès que vous fermez ce texte, votre ancienne programmation tentera de reprendre le contrôle. Les habitudes mentales anciennes ressurgiront. Les pressions sociales se réactiveront. C'est normal et prévisible. Mais vous n'êtes plus la même personne qu'au début de ce voyage. Vous possédez maintenant des outils de libération éprouvés. Vous avez développé une conscience aiguë de vos mécanismes internes. Vous portez en vous des métaphores inspirantes qui peuvent vous recentrer à tout moment. Choisissez immédiatement une seule habitude parmi celles explorées et engagez-vous à la pratiquer pendant les 3 prochaines semaines. Peut-être cette observation matinale de vos pensées, peut-être cette pause réflexive avant de réagir émotionnellement, peut-être cette pratique quotidienne de gratitude. Commencez petit, mais commencez maintenant. Car la différence entre ceux qui transforment leur vie et ceux qui accumulent que les connaissances sans changer tient dans ce passage à l'action immédiat. Votre transformation ne commencera pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand les conditions seront plus favorables. Elle commence maintenant avec votre prochaine pensée consciente, votre prochaine réaction maîtrisée, votre prochaine décision authentique. Rappelez-vous que chaque moment de votre existence vous offre une nouvelle opportunité de choisir. La liberté plutôt que l'automatisme, l'authenticité plutôt que la conformité, la conscience plutôt que la réaction. Ces choix répétés jour après jour, situation après situation, construisent progressivement votre nouvelle identité libérée. Vous découvrirez que cette liberté psychologique rayonne naturellement autour de vous. Sans que vous ayez besoin de prêcher ou de convaincre, votre exemple silencieux inspirera ceux qui sont prêts pour leur propre transformation. Vous deviendrez ce phare dont nous avons parlé, cette référence stable qui guide sans forcer, mais surtout, vous expérimenterez cette paix profonde qui naît de la cohérence entre vos valeurs et vos actions, entre votre nature authentique et votre expression dans le monde. Cette sérénité qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais jaillit de votre centre unifié.
Cette transformation n'est pas un luxe réservé à quelques privilégiés ou un idéal inaccessible. C'est votre droit de naissance en tant qu'être humain conscient. C'est la réalisation de votre potentiel le plus fondamental, celui de vivre selon vos propres termes, selon vos propres valeurs, selon votre propre définition de l'épanouissement. Quand vous maîtriserez cette liberté psychologique authentique, quand vous vivrez depuis ce centre stable et conscient, rien ni personne ne pourra vous ébranler. Les critiques glisseront sur vous sans vous atteindre, les pressions sociales perdront leur pouvoir de vous influencer. Les circonstances difficiles révéleront votre force plutôt que vos faiblesses. Vous aurez trouvé ce trésor que cherchent secrètement tous les êtres humains, la capacité de demeurer soi-même quelles que soient les turbulences de l'existence. Cette liberté intérieure qui transforme chaque défi en opportunité de croissance, chaque obstacle en tremplin pour votre évolution. Commencez maintenant, choisissez la liberté, embrassez votre authenticité, devenez qui vous êtes vraiment.